Pourquoi vous faites ça pour moi? C'est pas tous les jours qu'on croise un fantôme. Madame, êtes-vous correct? Votre film était à l'origine une pièce de théâtre. Alors pourquoi avez-vous décidé de l'adapter en forme cinématographique? C'était une pièce de théâtre documentaire au départ, ce film. Montréal-La Blanche m'a été commandé par une troupe de théâtre montréalaise en 2003. Ils voulaient que je fasse une pièce de théâtre sur la communauté maghrébine du Québec. Et c'est moi qui ai été engagé après quelques interviews. Et j'avais le mandat de faire ce que je voulais. C'était vraiment carte blanche. Assez rapidement, par contre, il fallait que je fournisse des textes pour pouvoir demander des subventions. Donc je leur ai proposé de réduire ça à une communauté qui était la communauté algérienne, qui était arrivée au Québec de façon massive dans les années 90. Et c'était à l'époque du terrorisme en Algérie. Moi, je suis arrivé au Québec en 1992, au Canada. Donc il y avait 4000 Algériens partout dans le Canada. Et 10 ans plus tard, on se retrouvait avec près de 50 000 personnes. Et je ne compte pas les gens qui n'avaient pas de papier. Ce qui faisait souvent la une à l'époque, les manchettes. Ces gens-là sont venus pour une raison. Je me suis intéressé à eux. J'ai plongé dans la communauté que je ne connaissais pas très bien parce que j'avais étudié en cinéma. Et en cinéma, on était en tout et pour tout 2 Algériens d'origine. Donc il y en a un qui est le gérant d'un très beau cinéma de Montréal, l'Impérial, et il y avait moi. Ceux que je connaissais se comptaient sur les doigts d'une main. Donc j'ai fait une plongée dans cette communauté. J'ai découvert toutes sortes de gens, beaucoup de gens extrêmement qualifiés qui ont dû fuir un pays qui était à feu et à sang dans certains endroits, qui partaient traumatisés et qui restaient un peu traumatisés parce que la difficulté d'immigrer à un âge plus mature, quand on a 50 ans, quand on n'a pas loin de 60 ou même la quarantaine avancée, c'est pas évident de retrouver un statut, de faire reconnaître son expérience. Et donc la pièce de théâtre portait sur ces gens-là avec un taxi. J'avais passé une soirée dans un taxi dans les rues de Montréal et à enregistrer les interactions entre le chauffeur et puis ses clients et puis à l'interviewer entre les deux. Le montage, donc tout ça c'est documentaire. Hein. Je les ai enregistrés avec un petit magnétophone, j'ai transcrit, j'ai fait un montage de phrases, de mots. Et j'ai remis le texte à un metteur en scène de théâtre, Philippe Ducrot, mon bon ami, et je me suis retiré. Et j'ai vu aucune des répétitions. Et je n'ai découvert la pièce, les comédiens, le décor que le soir de la Générale, la veille de la première, de la grande première, et je l'ai reçu comme vraiment un coup de poing dans le visage en me disant « je ne peux pas m'arrêter là ». Parce que, vous savez, sur scène, au théâtre, les gens coexistent sur la scène. Alors, dans le documentaire télévision, mettons là, vous et moi, on est en train de se parler, et puis si on fait du montage, on va avoir l'impression qu'on a une conversation, on a une vraie conversation. Mais on peut faire du montage et faire dialoguer des gens qui ne se sont jamais vus et jamais rencontrés. Mais au théâtre, quand vous faites ça, ils sont face à face sur scène. Et moi, ce que je voulais, c'est que les personnages se rencontrent vraiment et qu'ils interagissent pour de vrai. Et c'est ce qui fait que j'ai commencé cette espèce de processus de 10 ans d'écriture de mon scénario. Le message que vous voulez transmettre à travers le film est-il différent de celui du théâtre? Le message de la pièce de théâtre portait sur une communauté qui avait du mal à trouver ses repères après être partie dans l'urgence avec les bagages à moitié fermés. Souvent, c'est l'image que je donne. Quand on part dans l'urgence, quand on a notre vie qui est menacée, quand on a peur pour ses enfants, peur qu'il arrive quelque chose de dramatique, c'est la fuite. Et on n'a pas le temps de penser à toutes sortes de choses auxquelles on devrait penser, comme quel va être mon travail, qu'est-ce que je vais faire, comment je vais faire, si ceci, si cela. Et la pièce, c'était sur véritablement cette espèce de drame qui est celui de l'exil dans l'urgence, de l'immigration forcée. Le film, je voulais aller dans quelque chose de plus intime encore. Je voulais, c'est-à-dire que oui, le rapport à la société d'accueil était important, mais j'avais envie qu'il y ait 2 immigrants, mais qui n'en étaient pas au même stade de leur immigration, de leur intégration, et que leurs 2 points de vue se confrontent. J'avais besoin d'une femme qui avait tout oublié pour se refaire une vie, et d'un homme qui ne voulait rien oublier
en ayant peur de perdre la vie qu'il avait eue avant. Et ce sont ces deux points de vue-là que j'ai fait coexister dans ce taxi qui devient comme une espèce de cellule au cours de laquelle ils font un voyage au bout de la nuit et au bout de leur origine. Vous avez écrit plusieurs versions du scénario, n'est-ce pas? Oui. Combien alors? Alors écoutez, officiellement, je suis arrivé à la version 13.2 ou 3 ou quelque chose comme ça. Mais si on compte toutes les demi-versions, la 8.5, la 8.6, la 13.2, j'ai bien plus que 20 versions. Et j'ai écrit des tas de scènes sur lesquelles j'ai mis de l'énergie, mais ça fait partie du boulot, à développer des personnages, des situations, et hop, ça ne sert à rien, on jette ça à la poubelle. Et ça fait partie du jeu. Ça fait partie du jeu parce que tout devait tendre vers cette histoire de rencontre. Je voulais que ce soit un film de rencontre. La rencontre entre deux immigrants qui ne sont pas au même stade de leur intégration, la rencontre entre un homme et une femme, un chauffeur de taxi, une ancienne chanteuse, le Québec, le Canada et l'Algérie, l'hiver et le soleil, Noël et Ramadan, tout ça, ce sont des rencontres. Et j'ai choisi Noël comme période des fêtes. Parce qu'il se trouve que quand j'ai fait ma recherche pour la pièce de théâtre, j'étais en plein dans la période avant Noël et ça tombait une année où le Ramadan était aussi dans ces eaux-là. Donc je me suis dit, ça serait bien que ce soit un soir où Noël tombe en plein mois de Ramadan. Comme ça crée de la rencontre, ça crée un pont entre les communautés. Et moi, je crois beaucoup à ça, les ponts. Pourquoi le film s'appelle Montréal la Blanche? Ah oui, alors Montréal la Blanche. La pièce s'appelait déjà Montréal la Blanche et l'idée c'était de trouver à l'époque de la pièce un titre qui disait rapidement, qui permettait de comprendre rapidement qu'on parlait de Montréal et qu'on parlait aussi des Algériens. Et j'ai passé 1 heure au téléphone avec la productrice de la pièce de théâtre à essayer de trouver, et il y en a eu, la plus drôle c'était Importé d'Algérie. Moi je l'aimais beaucoup, mais ma productrice elle m'a dit ouais, je ne suis pas sûr qu'on va faire de vieux os avec ça. Et à un moment donné, je me rappelle, j'étais dans mon bureau, et bureau que je partageais avec mon bébé qui venait de naître. Et ma femme est arrivée avec le bébé dans les bras, elle m'a dit bon, qu'est-ce que tu penses de Montréal la Blanche? Et j'ai dit mais c'est tout à fait ça. Pourquoi? Parce que Alger la Blanche c'est le surnom d'Alger. On a toujours surnommé Alger la Blanche parce que les façades des maisons étaient peintes à la chaux et les marins qui arrivaient à Alger étaient soi-disant aveuglés par les façades qui reflétaient la lumière du soleil. Et donc, Montréal la Blanche pour évoquer Alger la Blanche, des Algériens qui vivent à Montréal. Et j'adore la façon d'ailleurs dont ça a été traduit en mandarin. Je pense la blanche couleur de Montréal, la ville. On m'a tout expliqué ça. Et j'ai trouvé ça très joli, la façon dont ça a été fait. Les protagonistes du film, en fait, sont des Québécois d'origine algérienne. Oui. Et vous-même, vous êtes fils de diplomate algérien immigré au Québec. Est-ce que vous avez entremêlé vos expériences personnelles dans le film? Il y a des choses qui viennent de moi, évidemment, dans certains des personnages, dans ce qu'ils disent, dans ce qu'ils vivent, les cauchemars du chauffeur de taxi. Par rapport à son père. Moi, ce sont des cauchemars que je faisais dans les années 90 parce que je vivais au Québec, je vivais à Montréal, j'étais là, c'est loin, c'est l'Amérique du Nord, le Canada, c'est la neige, c'est l'hiver, et puis on n'a qu'une seule frontière, c'est avec les États-Unis. On était complètement à l'abri. Alors que moi, j'avais mes parents et mon petit frère qui étaient en Algérie, et à l'époque où il y avait le terrorisme, à l'époque où il y avait des bombes, et j'étais souvent inquiet pour eux. Et j'ai passé 6 ans sans voir mes parents. Et au bout de 6 ans, on a beau se parler au téléphone. Alors, en plus, ils n'avaient pas le téléphone, donc il fallait appeler chez les voisins. Et donc, au bout d'un moment, je me suis mis à rêver. Et puis, à rêver à mon père qui recevait un coup de téléphone chez lui. Mais ça avait l'air de quelque chose d'assez effrayant. Je rêvais qu'on était sur une terrasse et qu'il y avait des gens qui venaient pour me tuer. Donc j'ai essayé de constituer cette espèce d'obsession. Alors on appelle ça un peu le complexe de
c'est un complexe de culpabilité. Hein. C'est quelqu'un qui est à l'abri et qui s'en fait pour les gens qui sont en danger. Donc il y avait un petit peu ça de moi. Après, ma comédienne et mon comédien se sont appropriés les rôles pour pouvoir être à l'écoute des personnages et pouvoir rendre ce qu'ils étaient. Ma comédienne a fait un travail extraordinaire de personnification, de comment habiter le personnage, comment le faire bouger, comment le faire vivre. Et il y a des moments où elle joue avec ses paupières, avec ses cils presque, tellement elle y croit, tellement elle est imprégnée par le rôle. Et ça a contribué à un bon travail d'équipe. Mais donc effectivement, j'y ai projeté quelque chose. Il y a des dialogues, il y a des situations qui sont le fruit de certaines de mes réflexions, bien sûr. Quand on passe 10 ans à écrire un scénario, qu'on le veuille ou pas, il y a un petit peu de nous, il y a un petit peu de soi dedans. Vous avez commencé à travailler sur la pièce en 2003, n'est-ce pas? Oui. À l'époque, la vie de la communauté algérienne au Québec était-elle bien différente de celle d'aujourd'hui? Je pense que oui. C'est-à-dire qu'à l'époque, il y avait effectivement énormément de ressentiment, de frustration qui étaient palpables au sein de gens qui étaient issus de classes sociales ou de milieux qui étaient quand même assez confortables en Algérie et qui avaient du mal à trouver leur place. 15 ans plus tard, ils l'ont trouvé leur place. Alors c'est sûr que un médecin, il y a des gens qui sont redevenus médecins et qui ont recommencé à zéro, d'autres qui sont devenus autre chose, mais il y a des enfants, il y a des deuxièmes générations, et ces deuxièmes générations, en général, les enfants nous tirent toujours vers le haut. Voilà, ils nous emmènent parce qu'ils ont un processus beaucoup plus rapide d'immigration, d'intégration, d'adoption des codes du pays d'accueil. Ce qui fait qu'aujourd'hui, je pense que c'est assez différent. Il y a vraiment, ces gens-là, ils vont bien, je pense. Je pense que la plupart vont bien et ils ont trouvé leur place et ils vivent au Québec. Je pense pas, il y en a quelques-uns peut-être plus âgés qui sont retournés vivre en Algérie, mais je vous dirais que l'immigration, moi je parle de Montréal parce qu'il s'en fait ailleurs déjà au Québec, mais il y a aussi des immigrants ailleurs au Canada. Moi, pour la petite anecdote, les premiers à être partis au Canada dans ma famille, ils l'ont fait en 1974. Et c'est en Alberta qu'ils ont été. Et ils y sont encore. Moi, j'ai une tante et 3 oncles en Alberta, et 2 oncles qui sont là depuis plus de 40 ans. Donc, eux, ils ont trouvé leur place sans problème. Ils étaient mécaniciens industriels et c'était la ruée vers l'ouest. Et ils ont trouvé leur place là-bas. Et donc aujourd'hui, oui, je pense que les gens vont plutôt mieux. Et votre film, sorti en 2016, reflète-t-il la situation d'aujourd'hui ou plutôt de celle de 2003? Il y aura toujours quelqu'un pour être nostalgique de son pays d'origine, qu'il vienne d'un pays qui soit marqué par la guerre, par le terrorisme, ou d'un pays en paix. Donc il y aura toujours quelqu'un pour avoir du mal à s'adapter à une société. Et j'en ai connu qui venaient d'Europe et qui avaient du mal à trouver leur repère à Montréal. Alors qu'on pourrait penser que, culturellement parlant, c'est l'Occident, c'est le Nord, il y a quand même une proximité. Eh bien non. Donc je pense que, regardez, quand j'ai fini mon film, quand je l'ai regardé, complété, que toutes les étapes techniques avaient été passées, je me suis dit, c'est marrant là, mais si je montre ce film-là à un public qui ne parle pas l'arabe dialectal, qui ne parle pas le français, et que je change les sous-titres, je peux dire qu'ils sont syriens. Et l'histoire pourrait fonctionner aussi avec des Syriens. Et elle pourrait fonctionner peut-être avec d'autres gens aussi, avec d'autres pays en guerre. Alors après, il y a une question de casting et d'apparence, mais c'est l'histoire des gens qui partent dans l'urgence de chez eux et qui ont du mal à trouver leur repère parce qu'ils ont un choc post-traumatique.
Montréal la blanche parce que c'est la blanche en hiver, c'est la neige qui a recouvert un petit peu les drames du passé, mais la neige ça fond et les drames du passé peuvent très bien ressortir. Et votre film s'inscrit dans l'actualité avec le thème de l'immigration, de l'exil. Pensez-vous que vous êtes un réalisateur engagé? Oh, suis-je un réalisateur engagé? Et moi j'aime bien dire souvent que je suis un réalisateur dégagé de toute obligation. Moi je me dégage et je raconte les histoires qui me touchent, qui me prennent au ventre. Et vous savez, le travail qu'on fait, mais dans à peu près tous les métiers des arts et de la culture, ce qu'on fait, c'est qu'on ressent une émotion, nous, en tant qu'êtres humains, et on utilise notre médium d'expression pour pouvoir la diffuser à un public. Donc, mon engagement, il est là. Il est dans celui d'essayer de raconter des histoires aux gens et raconter des histoires qui m'émeuvent, moi. Je suis le premier spectateur, je suis le premier à réagir. Mon engagement est là. Alors évidemment, il y a des choses qui me font réagir, plus que d'autres. Et vous parlez des migrants, de l'immigration, c'est le grand sujet de cette décennie. Et je pense qu'on n'a pas fini d'en entendre parler. On n'a pas le choix. Alors des fois, j'aurais peut-être envie de parler d'autre chose. Honnêtement, des fois, on a envie d'être léger. Par exemple, moi, un film de kung-fu, mais quand vous voulez, j'en fais un. J'adore les arts martiaux et puis j'adore regarder Donnie Yen ou Jet Li avant, etc. Mais bon, il se trouve que je vis dans une société qui a besoin qu'on raconte ces histoires aussi. Et donc, je raconte les histoires qui correspondent à la société dans laquelle je vis, avec la sensibilité qui est la mienne. Et pouvez-vous nous révéler un peu votre prochain film? Je vais vous dire une chose, on n'a jamais un prochain film, on a toujours 7, 8 prochains films, 7, 8 projets. J'ai un camarade à moi que j'estime beaucoup, Bruno Bouliane, qui est réalisateur de documentaires, qui a fait une étude sur les conditions de vie des documentaristes chez nous au Québec. Et pour pouvoir s'en sortir, il faut avoir jusqu'à 7 projets de front pour pouvoir vivre. Et donc, on l'applique partout. Voilà. Alors, en ce moment, je suis ce qui est de plus abouti. C'est un film que je fais en association avec un producteur qui s'appelle Serge Noël, qui était le coproducteur québécois du film français Fatima, dont vous avez peut-être entendu parler, qui a gagné le César du meilleur film. Ils ont gagné 3-4 Césars, pas cette année-ci, pas en 2018, mais en 2017. Et le sujet, c'est une femme qui part de France, qui s'installe à Montréal, part de France un peu en fuyant une famille, une famille violente où les filles étaient maltraitées. Et elle trouve quelqu'un, elle fonde une famille, elle a une petite fille, tout va bien, et un jour elle tombe enceinte à nouveau, mais elle attend un petit garçon. Et là, elle se rend compte que ça ne va plus du tout dans sa tête. Et jusqu'à un point tel qu'elle se dit qu'elle a peur de faire mal à cet enfant qui est en elle, à ce garçon. Et elle décide donc de repartir en France pour faire face à sa famille, confronter sa famille sur son enfance et essayer de comprendre ce qui est à la source de cette violence. Donc ça, c'en est un. L'autre, c'est un film d'espionnage en coproduction avec l'Espagne, avec des amis à moi. C'est un peu plus léger, mais c'est l'histoire d'un chassé-croisé entre la chasse entre deux femmes, l'une qui travaille pour un pays, pour les services secrets d'un pays, et l'autre qui est une terroriste. Donc voilà, ça c'est les projets les plus aboutis. Mais j'en ai d'autres, j'en ai tellement. Je pourrais vous en parler pendant des heures. Là. Il y en a un que je traite depuis 15 ans, celui-là. Plus de 15 ans, ouais, plus de 15 ans en fait, parce que j'ai travaillé sur un documentaire sur la bataille de Dieppe. C'est une bataille qui est très connue au Canada parce que la plus grande partie des morts de cette bataille étaient des Canadiens. C'était une répétition pour le débarquement de Normandie. Et j'ai rencontré un monsieur, un Britannique, un commando, qui a passé presque une journée entière dans la Manche à nager et qui m'a inspiré donc, à une nouvelle que j'aimerais adapter au cinéma. J'aimerais parler des années 90 au Canada, qui sont les années où je suis arrivé, qui sont des années où le Canada, le Québec étaient des sociétés qui se cherchaient, qui se questionnaient. Et c'est là que je suis véritablement devenu le citoyen que je suis là-bas. Donc, il y a, comme je vous le dis,
Des projets, on n'en manque pas en général. C'est le temps pour les faire. Et surtout, bon, c'est les sous. Il faut aller chercher les sous. Parce que je ne suis pas tout seul. Dieu merci, je ne suis pas tout seul. On est plusieurs à avoir des idées, à vouloir faire des films. Et cette année, vous êtes un invité spécial au cycle de cinéma francophone en Chine. Comment percevez-vous le cinéma francophone en Chine? Alors écoutez, c'est mon premier voyage en Chine, donc tous les matins, je me pince pour m'assurer que je suis bien là et que ce n'est pas un rêve, que je ne suis pas chez moi en train de rêver, bien que je sois très très bien chez moi, mais je suis très heureux d'être ici. Je suis très, très content de voir la quantité de francophones et de francophiles qu'il y a en Chine, des gens qui s'intéressent à ça, des gens qui s'intéressent à une histoire, de voir des cinémas pleins, une histoire d'immigrants algériens à Montréal. Peut-être que les gens pourraient éviter d'y aller, mais il y a toujours quelqu'un pour me dire un bon mot. Et j'ai l'impression que oui, ça crée des ponts. Hein. Ça crée des ponts. Et moi-même, je suis content. Ce matin, j'étais dans le gymnase de l'hôtel et je regardais CCTV en anglais. Et il y avait un documentaire sur Zhao Enlai qui visitait l'Algérie. Je me dis, ah bah ça c'est drôle quand même. C'est le mythique Premier ministre qui visite l'Algérie. Et tout à coup, il fait un discours sur les médecins chinois qui doivent aller en Algérie pour donner un coup de main au début des années 60. Et il parle qu'il faut appliquer la doctrine Béthune. Béthune, médecin canadien. Donc je me dis, c'est bon, je pense que c'est une bonne journée qui commence. Là, je suis en Chine, on parle de l'Algérie et d'un médecin canadien qui était dans les brigades internationales. Bon, ben voilà, donc je pense que les liens sont là. Et les gens, il y a des gens hier qui m'ont parlé du film Congo qui est passé à Guangzhou il y a 2 jours. Et donc j'ai l'impression qu'il y a un intérêt. Et moi j'aimerais bien que mon film soit distribué en Chine. Là. Donc s'il y a un distributeur qui regarde, allez-y, prenez-le, je serais bien content. C'est votre premier voyage en Chine. Comment la Chine vous stimule comme artiste? Écoutez, c'est une stimulation incessante du réveil au coucher, et je dirais même après le coucher. Donc en tant qu'artiste, oui, effectivement, on a tous une idée, on se fait tous une idée sur les sujets, sur des sujets divers. Hein. Et j'avais donc mon idée de la Chine, elle n'est pas si éloignée que ça, je dirais, de la Chine, de l'idée que je m'en faisais, parce que j'étais au courant qu'il y avait des très grandes villes. On a pu voir les Jeux Olympiques, les images de l'exposition universelle. La Chine est quand même extrêmement présente médiatiquement dans le monde. Et puis je suis un friand de films chinois. Moi, j'ai étudié en cinéma à l'Université de Montréal. Et Chen Kaike, Zhang Yimou, Gong Li, ce sont des gens des noms avec lesquels on a grandi. Et donc de me retrouver dans ce lieu totalement nouveau pour moi, je trouve ça extraordinaire. J'aime beaucoup vraiment. Et oui, c'est inspirant, mais je pense qu'il va falloir que j'atterrisse un peu en rentrant chez moi, que j'intègre un petit peu tout ce que j'ai vu, tout ce que j'ai absorbé, parce que c'est extrêmement intense comme horaire, ce que j'ai, et certainement que l'inspiration va surgir à ce moment-là. Mais j'ai déjà des petites idées, honnêtement. Ouais. Voilà, c'est parce que, qu'on le veuille ou pas, il y a à peu près un quart de l'humanité qui est ici, et c'est toujours intimidant de rencontrer un quart de l'humanité.